Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission, bien dense et bien chargée, avec comme toujours de nouveaux invités. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Chine. La croissance économique chinoise a été de 8,1% en 2021. Elle a ralenti sur le dernier trimestre de l'année et en conséquence ne devrait pas être aussi forte en 2022. À contre-courant des autres grandes puissances, la Chine vient d'annoncer un assouplissement de sa politique monétaire. La Banque centrale chinoise baisse de 0,1% son taux de prêt aux banques du pays commercial en raison de la politique du zéro Covid qui était sans doute menée pour montrer que le virus ne venait pas de chez eux, qu'ils savaient le combattre et qu'ils géraient mieux le problème que les autres, peut-être aussi pour que des JO d'hiver soient une réussite. Avec la reprise du virus à Pékin, Shanghai et Shenzhen, trois centres névralgiques de la Chine, et l'échec annoncé des JO, la Chine va devoir changer de politique sur le Covid et elle va devenir un moteur de la relance d'une économie qui s'essouffle du fait de la pénurie ou de difficultés d'approvisionnement un petit peu partout. Et là, bonjour l'inflation et les hausses de prix. La Chine va rester sur ses positions et nous allons connaître un léger plus ralentissement qui devrait éviter à l'inflation de déraper et donc à nos banques centrales de trop augmenter les taux. Ni l'un ni l'autre, la Chine n'est pas le moteur de ces enjeux. Le blocage du transport est plus lié à la capacité de nos ports de gérer les navires dans une économie occidentale dopée par les aides et plans de relance qu'aux capacités de production ou d'extraction progressive. Avant de lancer le débat, je voulais juste vous dire que comme la dernière fois, j'avais l'impression que les banques avaient mangé leur pain noir, elles ont quand même un peu baissé la semaine passée. J'ai aussi l'impression que c'est aujourd'hui également le cas pour les opérateurs de téléphonie, et Orange en particulier, celui que les plus de 50 ans appelaient France Télécom. Échangeons d'abord sur la Chine, et nous verrons ensuite la téléphonie. David, vous en pensez quoi de la Chine? La Chine, c'est un vaste sujet, comme toujours. Je dirais qu'il y a deux aspects au sujet chinois. Il y a un aspect économique. Et comme vous l'avez dit, Bernard, d'un point de vue économique, je trouve ça très intéressant que la Banque centrale chinoise commence déjà à assouplir et à réinjecter des liquidités, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est l'un des facteurs rassurant pour cette zone et rassurant pour l'économie mondiale, car on se souvient que la Chine, c'est un poids qui est important dans la croissance du PIB au niveau mondial. En revanche, cela ne me permet pas d'oublier le côté politique de la Chine et je garde encore de très mauvais souvenirs de l'été dernier où la Chine a rayé de la cote d'une décision politique quelques secteurs en passant par le luxe, l'éducation privée, les jeux vidéo. Et donc, je reste quand même avec cette prudence envers cette zone qui, par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du monde au niveau économique, peut être assez attirante, effectivement, le côté contracyclique, le côté où on est déjà dans un cycle où on assouplit, on remet des liquidités dans le système, ça c'est quelque chose de positif, mais il y a toujours cette prime de risque à conserver parce qu'on ne sait pas ce que nous réservent les dirigeants chinois demain, à quel secteur vont-ils s'en prendre, aucune idée, et vivre avec cette incertitude, moi en tant qu'investisseur, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est pour cela que personnellement, je reste encore assez prudent sur cette zone. Alors, on a Guillaume Chaloin de Mescart Hamilton qui nous a rejoint et qui, un peu plus tard dans l'émission, nous parlera de sa société et de son fonds. Et là, on va le faire réagir sur la Chine, même si ce n'est pas vraiment sa spécialité. Alors, vous en pensez quoi de cette Chine à l'intérieur de cet échiquier économique par rapport à nos problèmes de taux, de relance et d'inflation? Moi, je trouve ça très intéressant en tant qu'investisseur, pour des boursiers, parce qu'effectivement, comme l'a indiqué David, il y a un côté contracyclique et à un moment où finalement le monde développé, les États-Unis, l'Europe, va vers un resserrement de ces politiques monétaires. On a là une zone qui sera peut-être la seule en 2022 à être en assouplissement monétaire. Donc pour nous qui sommes sur les marchés financiers, pour nous investisseurs, c'est extrêmement important parce que finalement, on l'a vu sur la dernière décennie, le principal driver des bourses, des indices, et États-Unis en tête, c'est ce niveau de liquidité déversé dans le marché. Deuxième point, c'est l'aspect effectivement réglementaire. On a vécu ça en 2013,
effectivement, c'est le resserrement de boulon de la part de l'État qui est omnipotent en Chine. C'est un élément extrêmement important dans les décisions d'investissement. Et ce qu'on constate historiquement, c'est que la période de resserrement justement réglementaire, alors on l'a eu sur l'immobilier, on l'a eu sur la tech avec des acteurs comme Tencent, c'est entre 8, 13 mois, 14 mois. Ça, pareil, on a le sentiment que ça touche à sa fin. Et de la même manière qu'en 2013, quand l'État a effectué ce resserrement, tout de suite après, il y a assouplissement monétaire, il y a tentative de ce qu'on appelle un des graphes qui est les plus importants pour les marchés chinois, c'est le credit impulse. C'est cet aspect de relance en fait du crédit. Ça, ce sont les points effectivement financiers qui, moi, me font être positif sur la Chine pour 2022. Et même la question du timing tactique de rachat, de renforcement de la Chine dans les allocs, j'ai envie de dire peut-être au milieu du premier semestre, quelque chose comme ça. Vous avez parlé des JO de Pékin tout à l'heure, très important. Jusque-là, ils sont obligés de maintenir une politique Covid très stricte, zéro Covid, cette fameuse politique. Mais on peut imaginer que quasiment tout de suite après, ils vont rouvrir en fait. Ils vont rouvrir parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont besoin de ça pour la relance. Ils ont besoin du consommateur chinois. Et nous aussi, sur le monde développé, on a besoin du consommateur chinois pour les entreprises dans lesquelles on investit. Donc ces points-là, ils sont importants. Le troisième point, c'est l'État et c'est Xi Jinping finalement. Je rappelle quand même que c'est le président chinois qui a fait modifier les statuts au niveau du comité central pour être élu à vie. Donc, ça en dit long, effectivement, sur ce que soulignait David tout à l'heure sur l'aspect « j'ai envie de changer les cartes du jeu quand j'en ai envie ». Oui, il y a cette difficulté-là pour nous, investisseurs. Maintenant, ce que cherche à faire Xi Jinping, c'est à adresser en fait le prochain chapitre de croissance de la Chine, qui est un chapitre, comme on le comprend, où on aura plus de capillarité des richesses globales qui doivent redescendre sur la classe moyenne. Et finalement, quelque part, la Chine, d'une certaine manière, elle a le même problème que nous. En tout cas, le Parti communiste chinois a le même problème que ce qu'on a rencontré, nous, dans les pays développés en 18-19. Ce sont une forme de gilet jaune. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à croître s'il y a une grogne sociale et si vous n'arrivez pas à faire ressurgir l'ensemble de la croissance sur une base plus large de la population, notamment sur les classes moyennes. Donc, Xi Jinping est en train d'adresser ce problème-là en interne. Et puis, en externe, la croissance chinoise, et là, la Chine, un peu maître du monde, vous l'avez souligné avec les ports, etc. Moi, je l'illustrerai avec la route de la soie, cette volonté. Alors, je vais vous arrêter, Guillaume. J'ai une petite réflexion à faire et après, on va aller sur Maël avec une autre vision. Heureusement que vous n'êtes pas un spécialiste de la Chine. Parce que si vous aviez été un spécialiste de la Chine, alors là, vous preniez l'antenne pendant 1 heure. Vous maîtrisez très, très, très bien le sujet ou alors vous avez particulièrement fouillé le sujet avant de venir. Mais merci pour ce partage de savoir et tous ces éléments bien techniques. Alors, Maël, réactivez votre micro parce que j'ai une question à vous poser et je voudrais rebondir sur quelque chose que Guillaume a dit, enfin, que David a commencé à dire et que Guillaume a dit sur le fait que le président chinois s'est fait nommer président à vie, que ça en dit long sur la manière de Chine. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus et je voudrais que vous réagissiez, Maël. L'immense majorité du monde ne sont pas des démocraties au sens où on l'entend en France, en Europe et dans tous les pays. Par contre, on va dire que jusqu'à il y a 7, 8, 9, 10 ans, l'immense majorité du monde non démocratique au sens où nous l'entendons faisait semblant de l'être ou faisait semblant de vouloir l'être. Ce qui est en train de fondamentalement changer depuis quelques années avec la Russie, avec les pays arabes, avec la Chine, c'est que ce ne sont pas des démocraties au sens où on l'entend. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des pays où il y a des libertés pour certains, mais en tout cas pas au sens où on l'entend. Et ils n'ont plus envie, ils ne veulent plus faire semblant d'être des démocraties et faire semblant d'être des démocraties européennes. Ils ont leur propre système avec leurs propres règles et ça leur va bien. Alors, Maël, essayez de réagir là-dessus. Donc, c'est beaucoup moins financier. Comme ça, vous ne nous direz pas « c'est pas ma partie » comme vous avez l'habitude de nous le dire à chaque fois. Et après, on va revenir sur un petit peu plus du financier. On vous écoute, Maël. C'est une bonne remarque. C'était un peu ce que je m'apprêtais à dire en écoutant les interventions de nos deux chroniqueurs. Je dirais que
la réflexion que j'ai là, comme ça, suite à votre remarque, c'est est-ce qu'on investit dans des pays qui ne sont pas des démocraties? Quand vous regardez les portefeuilles types pour tous vos clients, est-ce que vous avez des actions russes, de sociétés russes? Non, vous n'en avez quasiment pas. La Chine, vous allez aux États-Unis et vous allez en Europe essentiellement. La Chine, c'est un pays sur lequel on a un petit peu investi, mais c'est un pays qui fait de plus en plus peur. Et j'ai vu pas mal de gérants sortir de la Chine suite au scandale Alibaba. Le fondateur a disparu pendant 3 semaines, ça a fait peur à tout le monde. Et donc, j'ai vu pas mal de gérants sortir de la Chine en disant c'est un pays imprévisible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Si demain, le gouvernement décide finalement de sacrifier une entreprise, bah, il le fait de son propre chef et il n'a aucune justification à apporter. Et donc, je pense que c'est vraiment ça le nœud de la guerre, c'est de se dire, est-ce qu'on peut investir sereinement dans un pays comme la Chine? Et quand j'écoute David, ce qu'il vient de nous dire, quand je vous écoute également c'est un pays avec du potentiel, mais c'est un pays finalement, on ne peut pas appréhender le risque comme on pourrait le faire comme dans un pays aux États-Unis, typiquement. Donc, pour moi, c'est la condition qui nous permettrait d'investir ou non. Moi, à titre personnel, aller en Chine, quand j'ai pris l'exemple Alibaba, je prends l'exemple de la joueuse de tennis qui accuse un dirigeant du Parti communiste de l'avoir violée. Du jour au lendemain, elle disparaît, on n'entend plus jamais parler d'elle, et puis on la fait réapparaître comme par magie, on la fait redisparaître. Voilà, c'est des pays qui nous font peur. C'est un gros pays, c'est un gros investisseur, mais c'est un pays qui nous fait peur. Et je comparerais par exemple avec les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. On n'investit pas à Dubaï, on n'investit pas au Qatar, on n'investit pas en Arabie Saoudite. Et ben, je baserais ma conclusion sur le même raisonnement, c'est de se dire un pays que je ne domine pas, qui me fait peur, c'est un pays dans lequel je n'investis pas. Alors, juste un petit bémol. Quand vous dites on n'investit pas à Dubaï, on n'investit pas en Chine, on n'investit pas là. OK, on n'achète peut-être pas vraiment des actions ou des fonds là-dessus. Et ces actions et ces fonds sont extrêmement minoritaires dans nos allocations. Vous avez raison. Mais on achète des sociétés européennes et des sociétés américaines qui tirent leur profit ou leur profitabilité de ce qu'ils vendent à ces pays ou de ce qu'ils importent de ces pays. Ça veut dire que les économies sont totalement imbriquées. Il y a juste à aller à Dubaï pour voir ce qui s'investit et toutes les économies utilisent et achètent du pétrole. Et quand vous utilisez ou quand vous achetez du pétrole, à un moment ou à un autre, vous vous retrouvez ou en Russie ou en Arabie Saoudite d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, pour l'action directe, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des actions d'Arabie Saoudite ou un fonds Arabie Saoudite, un fonds Chine et un fonds Russie, ou en tout cas, même si on les achète, c'est en faible proportion, mais on est imbriqué. Alors, je voudrais revenir vers David avec 2 questions. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une relance monétaire à contre-courant en Chine. Elle est timide quand même, la relance monétaire, hein, donc elle devrait être confirmée par peut-être une deuxième, peut-être une troisième. Et voilà, et les Chinois pourraient aussi nous surprendre avec un plus 0,10 dans 4 semaines ou dans 5 semaines et nous faire perdre tous. Donc ça, c'est la chose. Et rebondir aussi sur un point que Guillaume Chalmoin avait dit, ils ont joué le zéro Covid jusqu'au JO, et après les JO, ils ne pourront plus jouer les JO Covid. Donc on a 2 choses. Une relance monétaire, qu'est-ce que l'on va nous importer de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que la Chine va nous exporter, quel bien et quel mal vont nous exporter, et qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous, la Chine qui, à partir de cet été, affronte le Covid un petit peu comme nous, en gérant plus ou moins bien et voir. Et juste avant ça, juste avant de donner la parole, je vais quand même faire une réflexion où ce matin, en préparant l'émission, je regardais 3 choses. Donc, je suis venu en France, je suis arrivé en France ce matin du Portugal. On ne m'a pas vérifié mon passe sanitaire au décollage de l'avion. Et en France, on ne m'a rien demandé quand je suis arrivé. La France laisse rentrer librement, à condition bien sûr qu'on vienne de l'Europe. Pour aller au Portugal aujourd'hui, même si on vient de l'Europe et en opposition avec les lois européennes, ils exigent un test qui prouve qu'on est négatif, même si on a un schéma vaccinal complet. Et je vais rajouter un 3e pays, c'est Israël qui a voulu lutter contre le Covid en interdisant à tout le monde de rentrer dans son pays. Quand on compare les courbes de ces 3 pays, eh ben, en fin de compte, on voit qu'on a à peu près les mêmes courbes. Elles ont des démarrages un peu différents, mais on a à peu près les mêmes. Donc, la France laisse rentrer, on est en pic et on sent qu'on va basculer et qu'on va descendre. Le Portugal a exactement la même courbe que la France, alors qu'il a voulu dire on vérifie tous les gens qui rentrent un par un, et il faut donc
pour monter dans l'avion un test négatif et arriver à l'aéroport, on vérifie que le test est négatif. Israël a voulu bloquer le virus, mais il n'a pas la même main de fer que les Chinois en interdisant les gens de venir, et ça n'a pas empêché la courbe de partir. Donc ça, c'était une aparté. Donc David, sur les deux sujets, le changement de but contre la pandémie et la baisse monétaire, qu'est-ce que nous, on va importer de ça et qu'est-ce qu'on risque d'importer en positif et en négatif? Alors, d'un point de vue banque centrale et liquidité, nous, ce qu'on aime bien faire chez Samso Investment Solutions, c'est de regarder en agrégat, donc on regarde les principales banques centrales et on additionne toutes leurs actions pour voir au global, au niveau mondial, où où en sont les flux monétaires. Est-ce qu'on est dans des cycles de durcissement ou d'assouplissement? Alors, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, on est en durcissement, mais ce que vient faire la Banque de Chine en rajoutant des liquidités, c'est que finalement, elle amortit l'impact de ce durcissement. Et ce que l'on a, nos études prouvent qu'en fait, en deçà d'un certain seuil de liquidité monétaire dans le système, généralement, les marchés actions entrent dans des corrections qui sont plutôt sévères. Ce niveau, on n'y est pas encore. Et l'entrée de l'acteur contracyclique Chine dans le paysage vient finalement retarder ou amortir cette rentrée dans ce niveau de liquidité qui est tellement bas qu'il commence à avoir un impact extrêmement négatif sur les marchés actions. Donc, j'ai envie de dire, pour le moment, même si ce n'est que la Banque centrale chinoise qui a l'air de faire des choses dans son coin, ne nous méprenons pas. Les liquidités qui sont injectées là-bas participent aux liquidités mondiales qui tournent dans le système et donc vont quelque part aider les marchés au niveau global, même si c'est de manière indirecte. C'est des corrélations et des relations qu'on a déjà, qu'on étudie, qu'on suit de près et sur lequel on est assez confiant. Donc ça, c'est le point général sur le fait d'avoir à ce moment-là un acteur contracyclique. La désynchronisation des économies, c'est ce qui finalement, c'est ce qui fait la pérennité d'un cycle. C'est quand vous avez toutes les banques centrales qui durcissent au même moment ou toutes les banques centrales qui assouplissent au même moment, c'est jamais très très bon. Ce qui est bien pour avoir un cycle qui dure longtemps, c'est d'avoir justement des choses qui se contrebalancent et qui amortissent un petit peu les effets. Donc voilà ce que je dirais sur la Chine. Donc, indirectement, un assouplissement de la politique monétaire en Chine va avoir un effet positif. Alors, si l'effet positif ne se voit pas sur les bourses européennes et américaines, on peut se dire que sans l'assouplissement monétaire de la Chine, ça aurait certainement été pire. Ok, on va demander à Guillaume de réagir sur ces deux sujets aussi. Donc, cet assouplissement monétaire, qu'est-ce qu'on importe, nous, de ça? Qu'est-ce qu'on va importer de manière indirecte de ça, en positif et en négatif? Et si le changement de méthode contre le Covid, contre la pandémie, intervient, comme vous le dites, à partir des JO, qu'est-ce que nous, on va en importer de positif? Donc, juste bien axer là-dessus sur qu'est-ce qu'on importe dans nos économies développées, et particulièrement en Europe, de ces deux points. Effectivement, la relance monétaire de la Chine elle a un aspect positif en termes de soutien au niveau de l'économie mondiale et de nos économies à un moment donné où il y a du resserrement. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure, il y a deux façons d'investir sur une zone et ses répercussions sur les autres zones. C'est en local, vous l'avez souligné, sur des fonds émergents ou des titres émergents en local, mais qu'on fait peu pour les raisons évoquées. En revanche, nous, investisseurs dans le monde développé, européen par exemple ou américain, on est forcément exposé au travers de nos titres à l'international et notamment à la Chine. Un exemple très concret, c'est le SEB, le groupe SEB, qui fait des produits électroménagers, et une grosse partie du chiffre d'affaires qui est sur le consommateur chinois. Si le consommateur chinois est amené à ressortir de chez lui et qu'on lui propose en plus de la relance monétaire, du crédit, etc., là, potentiellement, son potentiel de consommation qui a été un petit peu refermé ces derniers mois, pour la raison qu'on connaît, va repartir. Et on aura cette zone-là qui repartira avec le consommateur chinois. C'est un de nos paris, effectivement, pour 2022.
qui va alimenter les entreprises et donc les bénéfices des entreprises in fine du monde développé. Donc ça, c'est un cas très concret, j'ai envie de dire, sur la micro, de la réouverture de l'économie chinoise et de la relance du pouvoir chinois sur son économie. Merci beaucoup. Maël, je vous laisse conclure en moins d'une minute et ensuite, c'est David Calfon qui démarre avec son point marché. Je vais reprendre un peu ce que tout le monde a dit parce que je partage complètement. La Chine, ça fait peur, mais la Chine, ça tire l'économie quand même vers le haut. Et du coup, si demain, ils sortent de leur confinement global, ils sont reconfinés régulièrement en Chine et qu'ils recommencent à consommer et à revivre, c'est bon pour la Chine, mais c'est bon pour tous les autres pays. Et donc, la seule chose à espérer, c'est que les JO se passent bien et qu'ils puissent reconsommer derrière. OK. David, c'est à vous avec votre point marché. Très bien, merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique des marchés avec des marchés qui sont clairement entrés en correction. Ne nous voilons pas la face. La semaine dernière a été particulièrement dure pour le marché américain avec un recul de 6% pour le S&P 500, de 7% pour le Nasdaq, de 8% pour les GAFAM. Depuis le début de l'année, nous en sommes à près de 12% de baisse pour le Nasdaq. Alors en zone euro, c'était un peu mieux avec un recul limité de 1% la semaine dernière et de 1,5% depuis le début de l'année. Mais la baisse semble s'accélérer un petit peu en ce début de semaine. Alors pourquoi tant d'inquiétude? Toujours et encore le même sujet, l'inflation et le durcissement des politiques monétaires. Désolé, on va en parler, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé, on va encore en parler beaucoup cette année. Petit à petit, le marché qui intègre déjà un scénario avec un peu plus de 4 hausses des taux d'intérêt de la Fed dans les 12 prochains mois, petit à petit, le marché réalise que ces 4 hausses de taux n'auront qu'un effet extrêmement limité et un effet qui mettra beaucoup de temps à se produire sur l'inflation. Et comme vous le savez, l'inflation aux États-Unis, c'est un sujet politique. Et énormément d'Américains, de citoyens américains, ont une opinion négative de l'action de Joe Biden, leur président, parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat diminuer. Donc ce sujet, la Fed le prend très à cœur et à l'approche du FOMC, donc cette réunion des banquiers centraux de la Fed qui doit se tenir cette semaine, on redoute une accélération sur durcissement monétaire. Les plus pessimistes des économistes disent maintenant qu'on pourrait tout à fait avoir non pas 4, mais 7 hausses de taux à partir du mois de mars. C'est quasiment une hausse de taux tous les mois. Donc, vous voyez que ça, c'est un rythme qui commence à faire peur au marché. La donne n'est plus tout à fait la même. Alors, il y a malgré tout une bonne nouvelle dans tout cela. C'est que les valorisations dégonflent rapidement. Vous vous souvenez, c'était une inquiétude. On disait l'an dernier, les marchés sont chers, les multiples sont élevés. Alors cette valorisation, on l'apprécie, je le rappelle pour nos auditeurs, en divisant le cours de bourse par les bénéfices par action. Et ce qui est intéressant, c'est que la situation s'améliore par les deux bouts. D'un côté, les cours chutent et dans le même temps, les bénéfices s'améliorent. En effet, lorsqu'on regarde la dynamique bénéficiaire des actions, elle reste très soutenue et c'est une excellente nouvelle en ce début de saison des résultats. Le marché américain était de plus de 20 fois les bénéfices. David, je vous coupe, on commence à avoir une mauvaise réception de votre Internet. On va peut-être essayer de couper l'image. La vidéo? Ouais, de couper la vidéo et de voir si ça améliore. Allez-y. Très bien. Reprenez, je vous dis. Donc le marché américain qui était à plus de 20 fois les bénéfices en début d'année est maintenant à 19 fois et demi. Le marché européen à 15 fois les bénéfices. Ce sont des niveaux tout à fait normaux, si côté que cet adjectif veut dire quelque chose sur les marchés financiers. Encore quelques semaines de baisse et nous pouvons dire que les marchés ont des valorisations attirantes. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que la baisse actuelle est causée par un changement de ton des banquiers centraux. Inutile de dire que si la baisse se transforme en crise, ces banquiers centraux, qui sont beaucoup plus réactifs qu'auparavant, n'hésiteront pas à calmer le jeu à nouveau. Voilà deux points qui me empêchent d'être négatif sur les actions. À tort ou à raison, l'avenir nous le dira. J'ouvre donc le débat
commence Bernard. Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, je vais revenir sur le sujet. Par contre, enfin, on a vraiment eu une mauvaise audition avec votre Internet. Donc, je ne sais pas où vous êtes, d'un petit peu vous déplacer ou de quelque chose comme ça, pour essayer d'améliorer les choses. Souvent, j'ai envie de dire quelques centimètres suffisent. Alors, sur le sujet de cette inflation et de la hausse des taux, parce qu'en réalité, c'est surtout la hausse des taux qui fait vraiment, vraiment peur et qui va provoquer un ralentissement. Alors, déjà, on est dedans, c'est clair, net et précis, c'est plié, c'est-à-dire que on n'est pas en train d'en discuter, on le vit, les marchés sont en baisse, bon, il y a de belles résistances, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effondrement, mais quand on prend un marché très ciblé comme le Nasdaq, ça y est, on a dépassé les 10% de baisse, c'est bon, on est plié, on est dans une baisse sévère. Hein. On va juste rappeler pour les auditeurs, on parle d'une baisse sévère à partir de 10%. Entre 10 et 15%, on se rapproche d'un crack. Et au-dessus de 20% de baisse, il n'y a pas de sujet, c'est un crack. Donc là-dessus, on y est tranquillement et les choses vont clairement avancer. Donc, oui, ces hausses de taux vont faire baisser des marchés et à un moment ou à un autre, cette baisse, elle va s'arrêter par la vision justement que les actions sont à nouveau pas chères puisque les bénéfices auront continué à monter et là-dessus, on va vraiment avoir besoin des bénéfices. Surtout, alors ceux de cette année, j'ai envie de dire c'est réglé, mais surtout les bénéfices qu'on aura en avril du premier trimestre 2022. Et là, si les bénéfices sont au rendez-vous, automatiquement, on se retrouvera avec des valeurs qui seront jugées peu chères ou à leur juste prix. Et donc, il n'y aura plus de baisse. Pour moi, on va donc avoir un mois de février et un mois de mars assez ennuyeux, assez embêtant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et après, il va y avoir des gens qui vont payer le prix fort. Donc, comme d'habitude, ce qui a beaucoup monté, il faut s'en méfier comme de la peste. Les sociétés qui ne font que très peu de profit ou qui font d'énormes pertes et qui se finançaient par des augmentations de capital, il faut s'en méfier comme de la peste. Les cryptos-actifs et les choses comme ça, c'est déjà réglé. Je pense qu'il y a entre 50 et 70% de baisse depuis le début de l'année sur les monnaies. Le Bitcoin, qui est un peu le plus fort, tout ça résiste. Donc voilà, donc on est dedans. Alors, les messages qu'on passait sur la value, je pense qu'il faut continuer à rester là-dessus. Et je vais m'arrêter là, je reviendrai un petit peu plus tard. On va redonner la parole à Guillaume Chalouin, voir un petit peu ce qu'il pense, lui, de ces points à marché. Et puis après, on reviendra sur vous, David, pour un petit peu donner votre point de vue. Allez-y, Guillaume. Remettez votre vidéo, Guillaume. Je pense que le problème est uniquement chez David. Oui, très bien. Oui, effectivement, on a eu une correction, une baisse ou une consolidation, je dirais, sur les marchés développés. Alors, les technos, le Nasdaq, c'est un cas un peu particulier parce que c'est là où s'est cristallisé en fait ces craintes de remontée des taux. Mais j'ai envie de dire pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Nous, on continue de penser que le premier trimestre sera un trimestre positif dans lequel il faut être constructif. Et comme vous l'avez souligné, je pense qu'on peut connaître un bon mois de février. Finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une correction qui est un peu le contrepoids de ce qui s'est produit en fin d'année dernière, où on finit au plus haut sur une année assez exceptionnelle. Alors, après cette correction, donc, qui est un peu une forme de resetting en fait des multiples au travers de certains compartiments de la cote, hein, pas tous les compartiments, mais certains, et notamment effectivement les technologiques. Alors, l'exemple, c'est le Nasdaq, mais aussi en Europe, il faut voir qu'on a eu ce type de mouvement. La value est plutôt ressortie positive. Je pense qu'au mois de février, on peut avoir le mouvement inverse. C'est-à-dire que finalement, on arrive à un moment où, sur les publications d'entreprises, on a corrigé, on a directé les multiples dans les valeurs de croissance. Globalement, c'est ça le sujet, c'est ce qui se payait cher. À un moment où on sait que
les publications pour le 4e trimestre seront plutôt bonnes. On fera bien sûr attention aux problèmes de pricing power au travers des problèmes d'augmentation d'inflation sur le coût des intrants. Mais hormis ces sujets-là, les publications sont plutôt bonnes. Et les publications, enfin, le momentum de croissance bénéficiaire, c'est ce qui pour nous sera le driver tout au long de 2022. Et c'est là où sera la différence au sein de la cote. Et puis après, on l'a évoqué tout à l'heure sur les éléments catalyseurs. Bon, on a la crise en Ukraine aussi qui a un petit peu impacté les marchés sur la fin de semaine dernière. On a le sujet, vous l'avez souligné tout à l'heure, des JO de Pékin et de la potentielle réouverture après. C'est à un moment donné, le marché va l'anticiper. Donc, sur le premier trimestre, on est plutôt assez positif. Et je pense que ces mouvements de correction qu'on connaît là, c'est plutôt des points d'entrée sur cette période-là de court terme que des points où on partirait en correction beaucoup plus forte et où il s'agirait effectivement de continuer à alléger. En fait. Alors, là-dessus, David, j'aimerais bien vous entendre parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est plutôt des points d'entrée ou c'est plutôt des points de vigilance ou d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre un point d'entrée et un point de vigilance? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, on n'est pas loin de point d'entrée, en fait. Encore, c'est le petit côté contrariant. Ce que je disais dans ma chronique, c'est que je ne pense pas que cette correction puisse aller très, très loin. Tout simplement parce que cette correction, elle a été causée non pas par un événement économique, elle a été causée par un changement de discours des banquiers centraux. Et donc, les banquiers centraux, ils ne veulent pas de surchauffe. Mais si tout d'un coup, ils se rendent compte qu'avec leur discours, ils ont créé une baisse qui commence à dégénérer, la première chose qu'ils feront, c'est de calmer le jeu et ils reviendront avec un discours modifié. Donc, de même qu'en 2020, on disait ce sont les gouvernements qui ont mis l'économie à l'arrêt et donc quand ils le réouvriront, ça ira mieux. Là, ce sont les banquiers centraux qui ont arrêté la fête sur les marchés financiers. Et si ça devient trop grave et que ça commence à avoir des répercussions sur l'économie réelle, les banquiers centraux seront les premiers à changer de discours et à calmer le jeu. Okay. Donc, ça, c'est un petit peu l'histoire du monde. C'est-à-dire que de toute façon, au début, la bourse, elle ne les inquiète pas trop. Et c'est-à-dire qu'ils se disent, c'est le jeu normal d'une bourse de monter et de baisser. Descendre, ouais. Et quand on voit une bourse qui monte trop, alors, la célèbre phrase qui était l'exubérance irrationnelle des marchés, mais en fin de compte, il n'a rien fait. Hein. Il a juste attendu qu'à un moment, la correction se fasse et elle s'est faite. Et si ça baisse trop, il va falloir que le politique intervienne. Mais si vous pensez que c'est plutôt des points d'entrée, on ne devrait pas être à l'aube d'une forte baisse, même si on peut tout le temps se tromper. Mais oui, alors, allez-y, je vous écoute. Oui, et effectivement, c'est bien le message. C'est-à-dire que là, le marché américain est donc autour de moins 6, le Nasdaq est à moins 12. Est-ce qu'on peut perdre 5% de plus? Oui, certainement. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut perdre 20% de plus? Ça me paraît très improbable. Alors, comment on va orienter? Déjà, est-ce qu'on doit automatiquement aller voir ce qui a beaucoup baissé et essayer de faire des courses entre guillemets pas chères, mais pas chères avec les yeux d'hier? Ou alors est-ce qu'il faut se dire que tout mouvement du marché, que ce soit un mouvement fort baissier ou un mouvement fort haussier, doit être analysé avec les yeux de demain et surtout pas avec les yeux d'hier? Guillaume, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Alors, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, il est arrivé à un moment donné là où, sur ce qu'on appelle les valeurs de croissance, parce que c'est vraiment ce qui a été le sujet en extension du Nasdaq, par exemple sur la bourse de Paris, et la bourse européenne, une correction assez forte sur ce type de valeurs-là, les valeurs de croissance qualité. On a aujourd'hui des valeurs qui continuent d'avoir un très beau momentum en termes d'activité, etc., mais qui effectivement, au regard des niveaux de taux, se payaient sans doute un peu cher en termes de valorisation. On a une correction qui a été faite sur ces multiples-là. Et une fois de plus, ce que je disais, c'est que les publications pour ces valeurs-là sont devant nous. Et pour un certain nombre d'entre elles, a priori,
elles vont continuer d'être bonnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, à court terme, et notamment vous parliez du mois de février tout à l'heure, je pense que ça peut être une bonne idée de commencer à re-regarder ces titres-là, qui pour certains ont perdu des 10, des 15, des 20%, et peut-être d'en repondérer un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de ce premier trimestre, sur lequel je disais tout à l'heure, nous sommes positifs en termes de niveau d'indice. Moi, je reste convaincu qu'en termes de niveau d'indice, à la fin du trimestre, on sera au-dessus des niveaux les plus élevés de début d'année. Voilà. Parce qu'on a un ensemble de triggers qui sont positifs, de catalyseurs qui sont positifs. Après, à l'intérieur de la structure d'indice, il y a un débat qui s'opère aujourd'hui. Vous avez raison de le souligner. C'est ce que je disais. C'est les croissances contre la value, les cycliques contre les défensives, etc. Bon. Et on va avoir des alternances tout au long de ce trimestre au sein de ces compartiments, le temps que ce débat s'effectue. Je pense qu'il faut en profiter. Et là, pour le coup, c'est ce que j'évoquais, à court terme, il y a opportunité sur ce segment des valeurs qui sont des très belles valeurs et qui ont subi clairement la remontée des taux. Enfin, l'anticipation de la remontée des taux. Excusez-moi, Guillaume, peut-être un ou deux exemples de valeurs qu'on comprenne bien. Typiquement, on parle des technologies depuis tout à l'heure parce que c'est l'œil du cyclone, clairement, avec le Nasdaq. Alors, je partage complètement votre avis, c'était déjà le cas avant, que les valeurs non profitables, très endettées, qui sont notamment aux États-Unis, tout ce qui est dans la galaxie crypto, etc., de toute façon, pour moi, avait moyennement pas de sens d'être investi par le passé, même si certaines ont connu de super performances. Bon, ça, c'est le marché, c'est comme ça. En revanche, si on fait le pendant avec l'Europe, par exemple, on a en Europe des leaders, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les semi-conducteurs, un sous-segment des valeurs technologiques. Là, typiquement, on a des titres comme ASML, Infineon ou STM qui se sont fait beaucoup taper pour les raisons qu'on a évoquées. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser parce que je reste convaincu, par exemple, que ce sujet des semi-conducteurs et de tout ce qui va autour, et on a vu d'ailleurs avec les dernières publications aux États-Unis, sont des thématiques très longues de l'avenir, en croissance, qui ont connu pendant le Covid un facteur d'accélération et que ce sont des très belles valeurs avec une visibilité intéressante. Voilà. Maintenant, il faut trier. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il faut trier les valeurs. Donc ça, c'est un exemple dans les technologies. Après, alors, je vais vous interrompre là. Donc là, c'était pour revenir sur des choses qui avaient baissé, donc des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et qui sont à surveiller. Il y a 15 jours, un des sujets, c'était les banques. Est-ce que dans les banques, vous pensez que la recovery a été faite ou que non, il reste beaucoup de chemin à faire et il est tout à fait à propos de s'y intéresser aujourd'hui? Sur les banques, c'est sûr qu'à court terme, les résultats vont être très bons. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait une bonne partie de chemin. Les banques, aujourd'hui, le chapitre suivant sur les banques, il dépend des niveaux des taux. En fait. Ok. On n'a pas fondamentalement changé la problématique. On ne va pas en dire plus maintenant parce qu'on risque d'empiéter sur des sujets d'après. Et tout au début dans mon idéto, je disais le temps des opérateurs téléphoniques est peut-être revenu. Vous en pensez quoi? C'est quelque chose que vous regardez chez vous? Alors, c'est quelque chose qu'on regarde, bien sûr, parce que ça a bougé très récemment. Je pense que ce qui est crucial sur les opérateurs téléphoniques, c'est de rappeler qu'il y a un problème macroéconomique du secteur. On a un problème, et celui-là, pour moi, il n'est pas réglé. C'est qu'en fait, on a un problème de secteur qui est déflationniste parce qu'il y a trop d'acteurs, il y a trop d'offres, et que l'exemple pour vous, par exemple, vous avez un forfait mobile de data qui est toujours de plus en plus important pour toujours de moins en moins cher, parce que la concurrence est là. En revanche, ce qu'on a vu apparaître… Alors là, je vais juste vous arrêter avec un forfait mobile de data de toujours plus en plus gros pour toujours plus en moins cher. Depuis mon premier ordinateur jusqu'à aujourd'hui, et maintenant ça fait un petit peu de temps, je n'ai cessé de vivre ça. Hein. Toujours de plus en plus de mémoire pour de moins en moins cher. Je ne me rappelle plus combien j'avais payé le premier ordinateur, mais il m'a fait mal longtemps. Alors que maintenant, quand on achète un ordinateur, la facture, elle passe très vite. Alors là-dessus non plus, c'est peut-être un sujet sur lequel on reparlera avec vous tout à l'heure. On va laisser David un petit peu conclure sur son édito, sur ce qu'il a entendu à droite à gauche, et ensuite on va revenir vers vous avec votre moment. David, on vous laisse conclure.
Oui, écoutez, bah, encore une fois et toujours le même conseil, hein, de garder la tête froide, de ne pas se laisser impressionner par les mouvements de marché, parce qu'encore une fois, cette année, les mouvements de marché vont être nombreux. Autant l'an dernier, on a eu quand même une année qui était relativement en ligne droite, avec finalement assez peu de moments où on s'est vraiment fait peur. Là, je pense qu'il va falloir se réhabituer à une volatilité plus forte, tout simplement parce qu'il va y avoir moins de liquidités dans le marché. Et donc, voilà, c'est juste un nouveau monde avec lequel il va falloir s'adapter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire réexaminer, lorsqu'il y a des baisses, réexaminer les raisons de cette baisse, hein, parce qu'encore une fois, il ne suffit pas d'acheter un titre juste parce qu'il vient de perdre 20%. Des fois, il y a de bonnes raisons pour lesquelles il a perdu 20%. Donc, s'abstenir dans ces cas-là. Mais effectivement, il va falloir essayer d'être assez opportuniste et de profiter des creux de marché, en tous les cas, de ne pas s'emballer, garder les pieds sur terre, de ne pas s'emballer à essayer d'acheter des choses qui ont déjà pris 10-15%, ni de vendre des choses qui ont déjà perdu 15-20%. Voilà avec quoi je vous laisserai pour aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à Guillaume Chalin de Mescart Hamilton, spécialiste de la transition durable, qui est venu pour nous présenter sa société, nous parler un petit peu de leur spécialité, de leur vision de la gestion, de leur vision du monde, et ensuite s'attarder un peu plus sur la transition du durable, nous en donner leur définition, leur manière d'aborder ça et surtout leur manière de transformer le concept dans la gestion de fonds. C'est à vous, Guillaume. Oui, alors effectivement, tout d'abord, qu'est-ce que Mescart Hamilton Asset Management? C'est la réunion en fait de deux sociétés de gestion, Hamilton Asset Management et donc Mescart Asset Management. Ça, c'est opéré en 2021. Donc pour donner en fait la naissance à une nouvelle société de gestion qui va cumuler les expertises de chacune de ces sociétés de gestion historiques. Une expertise très orientée sur l'ISR pour Mescart, puisque le premier fonds ISR a été créé en 1983 chez Mescart Asset Management. Et puis, d'un autre côté, avec les équipes d'Hamilton et cette expertise, maintenant depuis de très nombreuses années, sur les small et mid-cap. Donc, on a une société de gestion qui va avoir une gamme de fonds qui s'est considérablement élargie et qui va pouvoir proposer à nos clients, à nos épargnants, nos investisseurs, différentes thématiques. Donc, je le disais à l'instant, les small et mid cap, au travers de l'ISR, différentes thématiques ISR. L'environnement, on en parlera tout à l'heure, mais aussi l'aspect social, ce pilier social dans l'aspect E, S et G. Et donc, de permettre de croiser ces compétences, ces expertises, pour même donner lieu à la création de nouveaux fonds et de nouvelles thématiques d'investissement qui nous semblent porteuses. Alors, 1983, création du premier fonds chez Mescart d'ISR. Et qui s'est intéressé en 1983? Alors d'abord, en 1983, on n'utilisait pas l'acronyme ISR, il n'existait pas. On utilisait le mot éthique. On faisait de l'investissement dit éthique. Alors vous me direz, éthique pour qui, pourquoi et donc qui ça concerne? Ça concerne essentiellement, en fait, c'était à l'initiative d'une congrégation religieuse catholique qui, à un moment donné, s'est dit, voilà, moi j'ai des placements à droite, à gauche, etc. Mais en fait, quel est le rapport avec ce que j'essaye de promouvoir moi dans mon activité de congrégation? Et il y a peut-être un moment donné, il faut raccorder les deux et se poser des questions de dans quoi on investit. Et est-ce que nos placements, est-ce que ce dans quoi on investit, c'est éthique ou pas? Donc, plus tard, 20 ans plus tard, est-ce que c'est éthique ISR ou pas? Parce qu'à l'époque, en 1983, c'était plutôt centré sur des sujets, les cigarettes, les armes. Tabac, alcool, voilà. Armes à feu, pornographie, etc. C'était les thèmes, effectivement. Et donc, il y avait le thème transition durable, le terme environnement ne rentrait pas en ligne de compte. Il entrait moins en ligne de compte. C'est pas que ce sur quoi on s'axait beaucoup, c'était un peu l'aspect gouvernance, en fait, finalement. C'est ça. Le pilier G de l'ESG et l'environnement un petit peu moins. Ce qu'on a vu, c'est que l'environnement a commencé à être une préoccupation, a commencé à apparaître de façon importante au tournant des années 2000.
puisque le premier fonds environnement, qui est peut-être un des premiers fonds de la place d'ailleurs, qui est chez nous et qui existe toujours, on en parlera tout à l'heure, a été créé en 2000. Donc là, on avait commencé à avoir un intérêt pour ce sujet-là. On ne parlait pas de transition énergétique ni de transition durable, mais en tout cas, il commençait à y avoir, dans la croyance collective, on va dire, un intérêt pour ces sujets-là, et en se disant qu'à un moment donné, ce sera une thématique boursière qui portera ses fruits, enfin, qu'on ne pourra pas partir, qu'on ne pourra pas ne pas s'en occuper parce que ça sera un risque ou une opportunité sur le plan financier, donc boursière. Ok. Alors, on a une idée, on a un concept, on a même une genèse, un roman, puisque ça commence en 1983. Donc, tout ça, une fois qu'on arrive à le conceptualiser et à le définir, deux questions. Comment est-ce qu'on le fait rentrer dans un fonds? Mais avant de le faire rentrer dans un fonds, comment est-ce qu'on le fait rentrer dans une société pour avoir l'adhésion des femmes et des hommes qui la constituent? Et est-ce qu'on peut avoir un fonds unique en disant, voilà, c'est l'ISR, et dans la même société, à côté, avoir un fonds qui, par exemple, sur les centrales électriques de charbon, parce qu'on se dit que comme plus personne n'en veut, ça va s'acheter pas cher et ça va cracher du profit? Ou est-ce que c'est la société qui avance dans le monde du ISR et on va dire l'avant-garde, c'est le fonds? Oui, tout à fait. Alors, la façon dont on va décliner les choses, c'est qu'on se dit qu'il y a des business models pour lesquels c'est une super opportunité boursière. Ça, c'est les titres qui sont, je dirais, les sociétés qui sont des sociétés solutions à la transition énergétique et durable. Les exemples de valeurs que tout le monde connaît, c'est un Schneider Electric, par exemple, qui va permettre d'optimiser l'efficience énergétique dans les immeubles, ce qu'on appelle le smart building. Bon, là, clairement, on a une solution, ou le véhicule électrique, on a une solution à la transition énergétique et un business model qui est complètement déployé là-dessus. Et puis, à l'opposé, peut-être pour un peu aller dans le sens de ce que vous expliquez à l'instant, c'est le sujet des valeurs qui sont en transition. C'est-à-dire que cette transition énergétique écologique en bourse, elle va créer des perdants et des gagnants. Parce qu'il y a des sociétés qui ne vont pas pouvoir adapter leur business model, mais il y en a d'autres qui vont l'adapter. C'est des sociétés en transition d'un monde faiblement carbo-intensif, fortement carbo-intensif à faiblement carbo-intensif. L'exemple que je donnerais, c'est Engie. Engie qui est complètement en train de revoir son business model, qui est encore du gaz, qui est encore même du nucléaire. Ça, c'est un autre débat, nucléaire, transition énergétique ou pas, valable ou pas, mais qui, de plus en plus, cède des participations, c'est le cas avec Suez, pour aller acquérir des activités dans le renouvelable. Voilà un peu les deux types de titres qu'on essaye de viser pour investir dans le fonds, en disant qu'il y a une opportunité sur la thématique boursière. Après, j'ajouterais juste un point qui me paraît extrêmement important. Quand vous êtes investisseur sur les marchés financiers, ce que vous cherchez, et encore plus dans les marchés tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, on en a parlé précédemment, vous cherchez à adresser les flux. C'est-à-dire qu'une thématique d'investissement, tout simplement un titre qui monte ou un secteur qui monte, il n'existe pas sans flux d'investissement. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas des flux d'épargnants, d'investisseurs qui viennent se déverser là-dessus, il ne se passe rien, je ne gagne pas d'argent. Pourquoi il y a des flux qui vont venir se déverser sur l'ISR de façon importante? Et on l'a déjà vu en fait en 2019, en 2020, en 2021, et on va encore le voir de plus en plus à l'avenir, c'est que la réglementation a fondamentalement changé. La réglementation avec la taxonomie verte, par exemple, le fait d'investir, de favoriser au niveau européen des entreprises vertes, fait qu'on a des flux, on l'a déjà vu, qui viennent se déverser en bourse sur ces entreprises-là, sur ces secteurs-là, sur ces thématiques-là. C'est selon nous pour ça aussi que la thématique nous paraît très porteuse sur les marchés et donc investir dans un fonds de transition durable écologique donc dans les actions, c'est clairement intéressant sur le niveau investissement et le niveau patrimonial. Ok, alors on va essayer de mettre un nom un petit peu. Comment il s'appelle ce fonds? Donc ce fonds, il s'appelle MAM Transition Durable Action, donc fonds 100% action, investi dans les titres de la transition énergétique et écologique
donc au travers de ces typologies de gamme de titres dont j'ai parlé, des fonds, des titres solutions, des titres en transition. Et on a aussi un fonds qui est un fonds de partage. Alors, les fonds de partage, c'est ce qui permet à l'épargnant de flécher l'utilité de son épargne sur une association, sur une fondation, etc. Je parlais tout à l'heure, 1983, premier fonds éthique NS50, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était à destination d'une congrégation. Là, on va dire que ce fonds-là, il permet à l'épargnant de participer, par exemple à la fondation Good Planet, en permettant le reversement d'une partie des frais de gestion de sa part. Voilà. Donc ça, c'est un fonds de partage. C'est aussi un élément de plus. C'est pour les investisseurs qui souhaitent s'engager, participer à cette évolution de la transition. Et sur notre fonds de transition durable, il est européen, mondial? Alors, il est mondial. Voilà, les caractéristiques, c'est un fonds mondial, alors qui a surtout en fait voulu adresser l'aspect américain des choses. Joe Biden est revenu au pouvoir, il re-rentre dans les accords de Paris, donc il y a quelque chose qui se fait. Et d'ailleurs, on le voit, c'est que les plans de relance, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis, sont des plans de relance spécifiques sur la transition énergétique. Il y a une grosse partie qui va sur la transition énergétique sur ces sociétés-là. Donc, on pense qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de sociétés qui sont intéressantes à être adressées. Donc, le fonds, il a à peu près 40% de valeur américaine et le reste, c'est de l'Europe, il y a une valeur japonaise, mais voilà, c'est essentiellement ça. C'est un fonds de toute capitalisation, c'est-à-dire qu'on va chercher des histoires aussi bien dans le top de la cote et notamment des grosses capitalisations américaines, comme tout en bas de la cote avec des très petites capitalisations. Il y a un exemple, c'est une valeur qui fait 50 millions d'euros de capitalisation. Donc, on ne s'interdit rien, en fait. On va chercher les histoires en picking là où il y a de l'opportunité boursière. D'accord. Donc, c'est un fonds de stock picking. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de règles spécifiques ou d'autres vecteurs spécifiques. Les gérants, vous avez un univers d'investissement quand même. Voilà. Il faut que les valeurs rentrent dans l'univers d'investissement voilà. tel qu'il est défini. Et ensuite, dans cet univers d'investissement, j'ai envie de dire, vous faites le marché. Libre à moi de construire le portefeuille à un instant T, comme j'en ai envie, pour maximiser la performance, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que ça peut s'assimiler à un fonds thématique? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir… Alors, dans les fonds thématiques, il y a toujours deux choses. Il y a, quand on est dans le thème, on gagne beaucoup d'argent. Par contre, le problème, c'est que quand on sort du thème, on en perd beaucoup. On a vu dans les années 2008 des fonds qui étaient sur le solaire, l'environnement, enfin sur le solaire, sur les énergies renouvelables, des choses comme ça. Pendant un an et demi, c'était des croissances à faire peur. Et puis tout d'un coup, ça s'est effondré. Et puis pendant l'année 2008, qui a été une année horrible, on a vu certains fonds perdre 70-80% de leur valeur. Est-ce que votre fonds fonctionnant comme un fonds thématique, est-ce qu'on va y retrouver les mêmes travers que les fonds thématiques? Et une fois qu'une société comme Schneider sera arrivée au bout de sa valorisation parce qu'elle aura fait tout ce qu'elle peut, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des revers? Et comme on sera sur un même thème, avoir des revers en masse. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut avoir peur? Alors, c'est un fonds thématique, c'est vrai, mais maintenant, ce qui nous différencie peut-être, c'est qu'on n'a pas que cette poche, justement, des entreprises dites solutions, qu'on retrouve, par exemple, dans des fonds, comme vous évoquez, qui ont connu des parcours compliqués. C'est des fonds de clean tech où, à un moment donné, on se retrouve avec… on se retrouve avec 80% du fonds en fait sur les 3 axes des énergies renouvelables, donc du solaire, de l'éolien, etc. Donc c'est sûr que quand ça part de travers, ça se passe mal. Là, l'avantage, c'est que cette part d'entreprise solutions, aujourd'hui, c'est à peu près une soixantaine de pourcents du fonds, 50-60%. Mais on a toute une autre part qui sont les entreprises en transition. Et dans les entreprises en transition, on va trouver des exemples, comme j'ai donné, de utilities, mais on peut aussi trouver des exemples de valeurs, typiquement de santé. Et j'en ai pas parlé, mais le fonds, il adresse aussi un certain nombre de 6 thématiques d'exposition qui sont, par exemple, la nutrition et l'alimentation. Là, on est sur des valeurs défensives. Et vous voyez qu'elles sont décorrélées, en fait, de ces sujets de valeurs d'énergie renouvelable, typiquement.
Et puis, on va avoir des titres qui sont, par exemple, des gros laboratoires pharmaceutiques. Donc, ça, c'est des autres éléments qui sont décorrélants. Donc, oui, on est sur un fonds de thématique, sûr. Maintenant, on a une stratégie d'investissement, un process d'investissement qui permet d'avoir une certaine diversification, qui permet de ne pas être dans un schéma où on est obligé, en fait, c'est un peu ce que vous évoquez finalement, c'est que le fonds, il est obligé de par son thème d'être investi tout le temps sur ces titres qui, à un moment donné, sont plus dans le cycle, sont plus pour plein de raisons, ne sont plus dans la thématique de marché. Donc, on a quand même cet avantage d'avoir ces trois poches qui fait que par rapport à d'autres fonds de la place, on n'est pas monocentré sur des sociétés de solutions qui pourraient connaître des écueils à un moment donné. Ouais. Si vous comparez vos résultats à un indice, donc bon, ce serait globalement un indice mondial, puisque vous dites que vous êtes monde. Oui, c'est ça, essentiellement. Comment vous vous en sortez les 3 dernières années par rapport à l'indice? Alors, en fait, depuis 2019, on a des performances qui sont très supérieures à l'indice, en fait, sur 2019-2020. 2021, un petit peu moins, parce que typiquement, on n'est pas exposé sur les grosses GAFAM, par exemple. Voilà. Parce que dans l'indice MSCI World, il y a beaucoup d'US, typiquement, on n'est pas. Donc là, en ce moment, effectivement, on est moins impacté par ça. Depuis le début de l'année, vous êtes positif ou négatif? On est négatif. Négatif. On est à peu près à -5, -6. D'accord. Avec un indice mondial qui est à peu près au-dessus. Non, un indice mondial qui est 2 points, qui est à peu près à 2 points. En fait. D'accord. À 2 points. OK. Et donc, maintenant, ces modifications, ces changements qu'on a déjà vus dans la technologie, dans les choses comme ça, comment est-ce que vous les répliquez dans ce fonds? Vous voulez dire les évolutions C'est ça. Donc, les évolutions macroéconomiques, est-ce que vous allez faire la réplique dans votre fonds en vous disant, bon, il faut peut-être maintenant que nous, on se méfie de tout ce qu'on est dans l'ultra-technologie qui va amener de la transition énergétique, la transition, alors que dans l'énergie, si le pétrole monte, c'est parce qu'on a besoin d'énergie. Donc, je pense que tout ce qui est capable aujourd'hui de produire de l'énergie, c'est peut-être plus regarder, mieux regarder. Enfin, je n'ai pas regardé comment bouger les valeurs énergétiques, mais ça peut bouger. Et on conclura là-dessus, ça sera le mot de la fin, Guillaume. Bien sûr. Alors, effectivement, là, je parlais tout à l'heure de titres dans les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont dans la transition énergétique, vous voyez. Ça, c'est un exemple. Permettent une efficience énergétique très forte, notamment au travers des produits électroniques ou par exemple dans le véhicule électrique. Ça sera typiquement très important dans le véhicule électrique. Je préfère adresser la chose par exemple comme ça sur le véhicule électrique que d'aller acheter du Tesla à des multiples extrêmement élevés et avec les risques qu'on a vus ces derniers jours sur ce compartiment de la cote. Ça, c'est un exemple de comment je vais gérer le risque. Ce risque-là au sein du portefeuille, même si Tesla est investissable dans le périmètre d'investissement du portefeuille. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je vais avoir la faculté de pouvoir aller à un moment donné dans le périmètre vers des choses plus ou moins défensives. Je prends un exemple. Dans les thématiques, il y a la préservation de l'eau. Typiquement, la préservation de l'eau, c'est un cycle qui est, ça fait partie des valeurs défensives. C'est un cycle, que ce soit en crise ou pas en crise. L'eau, c'est un vrai problème au niveau mondial et les réseaux en ont toujours besoin. Les utilities qui sont exposées à cette thématique, elles continuent à délivrer, elles continuent à produire beaucoup de cash flow parce que voilà, vous n'avez pas arrêté de consommer l'eau, etc. Donc, vous voyez, c'est avec des titres qui, à un moment donné, je vais pouvoir orienter de façon un peu plus défensive, en fait, le portefeuille, pour pas subir, pour moins subir, en tout cas, dans cette phase de marché, effectivement. Puis après, reprendre, en fait, du levier, si je considère, effectivement, que le marché peut repartir. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle, c'est le fonds MA Transition Durable Action, un fonds mondial sur la transition durable. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir partagé ce moment avec nous. À très vite et voilà. Et allez voir ce que font les marchés. Ce n'est pas très, très jojo depuis tout à l'heure.
C'est maintenant le tour de Clément Merci Rozan. beaucoup. Au Bonsoir revoir. Clément, Bonjour Bernard, bonjour à tous. comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler du régime d'auto-entrepreneur et des non-résidents et de voir si ça fait bon ménage, mauvais ménage, voire même peut-être ménage à trois. Alors, on rappelle brièvement ce que c'est ce régime de l'auto-entrepreneur? Alors, le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal et social français de faveur qui a été créé afin d'inciter les particuliers à créer une entreprise. Donc, c'est un régime qui vise les entreprises en phase d'amorçage et qui est réservé pour j'ai envie de dire, pour les activités qui génèrent un chiffre d'affaires limité. Donc, les limites aujourd'hui de l'auto-entrepreneur, elles sont doubles. Si tu es dans la vente ou la fourniture de logement, le chiffre d'affaires ne doit pas excéder 176 200 €. Si tu es dans la prestation de services ou les activités non commerciales, le chiffre d'affaires maximal est de 72 600 €. Donc, en dessous de ces deux seuils, tu peux bénéficier d'un régime de faveur. C'est un régime qui prend un intérêt en termes de simplicité, parce que et ton impôt sur le revenu et tes cotisations sociales sont déterminés selon des barèmes forfaitaires qui sont calés sur le chiffre d'affaires, avec le principe pas de chiffre d'affaires, pas d'impôt et pas de cotisation sociale, à la différence des autres régimes. Et les seuils sont relativement faibles. Donc, pour te donner un exemple, si tu es dans le domaine de la vente ou la fourniture de logement, le prélèvement forfaitaire au titre de l'impôt sur le revenu est de 1% de ton chiffre d'affaires. C'est pas cher, ça. C'est pas très cher. Si tu es dans la prestation de service, c'est 1,7%. Et dans les activités non commerciales, 2,2%. Alors, à ceci, il faut quand même rajouter, bien évidemment, les cotisations sociales qui sont pour le coup plus élevées. 22% du chiffre d'affaires pour la location meublée ou les professions libérales. 6% pour le meublé saisonnier, donc le meublé Airbnb de courte durée, et de 12,8% pour les ventes de marchandises. Voilà pour un bref rappel du régime. Okay, donc, ça veut dire que… Le principal intérêt, c'est que tu sais exactement où tu vas en termes de cotisation sociale et d'impôts. C'est assis sur le chiffre d'affaires, donc s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y en a pas. Il n'y a pas de prélèvement. Et tu as un guichet unique. C'est les URSSAF qui sont chargés du recouvrement et de l'impôt et des cotisations sociales. Alors, pour résumer, c'est plus simple. Ça, c'est une certitude. Donc, ça demande moins d'appel à des professionnels externes pour accompagner. C'est moins cher en termes d'impôts et en termes de cotisation sociale aussi par rapport à une activité indépendante. On ne va pas s'occuper aujourd'hui du donnant, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça donne en matière de sécurité sociale. Bon, ça donne la même sécurité sociale, mais pas tout à fait la même chose en termes de retraite. En termes de retraite, c'est un sujet qu'il faudra reprendre une nouvelle fois et ce n'est pas le sujet du moment. Il y a des maximums qui sont liés au maximum de l'activité. Mais ce que je crois aussi, Clément, c'est que pour bénéficier de ces taux d'imposition avantageux, il y a aussi un maximum de revenus du foyer. C'est-à-dire que… Il y a aussi un maximum du foyer. On regarde les revenus d'il y a 2 ans. D'accord ? Et ces revenus d'il y a 2 ans ne doivent pas excéder environ 26 000 € par part de quotient familial. Donc, pour un contribuable célibataire, les revenus N-2 ne doivent pas excéder 26 000 €. Pour un contribuable marié, on va être sur 52 000 € et ainsi de suite. Si tu rajoutes 2 enfants, tu rajoutes encore 26 000 €. Si tu as 3 enfants, enfin voilà. Autrement, si on dépasse, on nous reprend le forfait et on paye notre impôt normal, c'est ça? Alors, si on dépasse, on peut garder le régime du micro-social, donc les 22%, 6% et 12,8% dont je t'ai parlé. Par contre, fiscalement, tu n'as plus le droit au prélèvement libératoire de 1, 1,7 ou 2,2, mais tu rentres dans ce qu'on appelle le micro-BIC ou le micro-BNC. Donc, c'est un régime qui est également de faveur, mais qui est plus complexe à mettre en œuvre. En fait, tu vas prendre ton chiffre d'affaires, tu vas déterminer un abattement forfaitaire qui est de 71% par rapport J'adore. Quand on dit « tu vas déterminer », alors, qui va déterminer et qui prend la responsabilité de déterminer? C'est l'entrepreneur individuel. Donc, l'entrepreneur individuel va déclarer son chiffre d'affaires,
Sur ce chiffre d'affaires, si par exemple il exerce une activité de vente de marchandises, sur ce chiffre d'affaires, il va enlever 71%. D'accord, donc ce sont des barèmes prédéterminés déjà. Oui, c'est lui qui prédétermine son chiffre d'affaires, bien entendu. Voilà. Donc, non, comme c'est une déclaration fiscale, c'est à la fin de l'année, il dira j'ai fait 100 000 euros Ouais, et donc je déclare dans mon impôt sur le revenu 29 000 euros, c'est ça? exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, ça, c'est quand on est en vente de marchandises. Quand tu es en prestation de service, tu enlèves 50%. OK, c'est la moitié, c'était le régime La classique, moitié, c'est ça? exactement. Et quand tu es en activité non commerciale, donc ce qui est du bénéfice, enfin, du BNC, tu enlèves 34%. D'accord. Donc, quand c'est dans l'activité de service, on déclare 66, on considère que 66% du chiffre d'affaires est du profit imposable. Exactement. Et alors, ça vient se déclarer sur la déclaration d'impôt classique. Et est-ce que là-dessus, on bénéficie des 10% de réduction? Non. Non. Non, Donc, pas du ça tout. rentre tout de suite dans les impôts. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins favorable. Alors, c'est moins favorable à partir de certains seuils. En réalité, quand tu fais les calculs, et moi je les ai faits, sur la vente de marchandises, si tu es en dessous de 44 000 euros de vente, c'est plus favorable d'être en micro-BIC avec l'abattement de 71% parce que tu vas être imposé dans les tranches basses de l'impôt sur le revenu. Dès que tu excèdes ce seuil de 44 000, là, effectivement, c'est mieux d'être en auto-entreprise. Donc, en fait, c'est un calcul un peu savant à faire en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel pour se mettre en auto-entreprise ou pas. D'accord. Alors, OK. Donc, ça, c'est très bien. Je suis en France, je fais ça. Comment ça va se passer pour un non-résident? Alors, pour les non-résidents, il y a eu une grosse incertitude. On ne savait pas s'ils étaient éligibles ou pas à ce régime. Depuis mai 2013, l'administration fiscale a pris position là-dessus et a modifié sa base documentaire accessible sur Internet en précisant que les non-résidents peuvent être éligibles au régime des auto-entrepreneurs. Donc, on peut être les deux. On peut être non-résident reconnu par l'administration fiscale et auto-entrepreneur reconnu par l'administration fiscale. Exactement, l'administration fiscale et l'administration sociale. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si tu bénéficies d'un régime d'exonération de cotisation sociale, tu n'es pas éligible au régime d'auto-entrepreneur. Or, un non-résident qui est déjà raccroché à une caisse de sécurité sociale dans son pays d'origine ne peut pas être affilié à nouveau en France. On a un principe d'unicité d'affiliation, en tout cas en Union européenne. D'accord. Pour le cas d'un Portugais, d'un Français qui serait parti au Portugal, s'il devient salarié portugais ou s'il a une société au Portugal qui lui verse des revenus de gérant, là-dessus, il ne pourra pas être affilié aux cotisations sociales en France et du coup, il ne pourra pas bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Donc, il n'aura tout simplement pas le droit de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur? Exactement. Donc, un non-résident peut s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur à condition, donc en Europe, de ne pas dépendre d'une autre sécurité sociale, c'est ça? Exactement. OK. Alors, il y a une règle, je crois, en Europe qui dit qu'on dépend de la sécurité sociale du pays dans lequel on a le plus de revenus ou alors du pays dans lequel on est salarié si dans un autre pays on n'est pas salarié. Oui, est-ce que ça va jouer aussi là-dessus? C'est exactement cette règle qui compte. Si tu as un résident portugais qui travaille au Portugal et qui gagne plus de 25% de ses revenus au Portugal et qui passe plus de 25% de son temps professionnel au Portugal, il est nécessairement affilié au Portugal pour l'ensemble de ses revenus, donc revenus portugais et revenus français. Il ne peut plus être affilié en France. D'accord. Donc, on revient. On peut être non-résident et auto-entrepreneur à condition de ne pas avoir une autre activité rémunérée ou d'avoir une activité ultra faiblement rémunérée dans un autre pays. Donc, pour éviter les sujets de friction, parce que ça peut être fait, on va se concentrer sur des gens qui n'ont pas d'autres activités. Effectivement. Alors, l'intérêt pour les non-résidents, c'est que je t'ai indiqué avant que tu avais des plafonds de revenus pour bénéficier de l'auto-entreprise. C'est 26 000 euros par part de quotient familial. Lorsque le contribuable est non-résident, on ne regarde que les revenus français. Donc, on regarde si pour un contribuable célibataire qui résiderait au Portugal, on regarde si ses autres revenus français excéderaient 26 000 euros. Et s'ils sont mariés, 52 000 euros. On va faire fi des revenus portugais. Donc, c'est plus simple, quelque part, de rentrer dans le statut d'auto-entrepreneur lorsque le contribuable est non-résident. D'accord. Alors, comment est-ce que ça va se déterminer au niveau d'un couple? C'est-à-dire que, prenons un couple, alors on va prendre plusieurs exemples. Monsieur est salarié au Portugal. Oui. Madame n'a pas d'activité au Portugal.
Oui. Donc, madame bénéficie automatiquement de la couverture sociale ou privée ou publique portugaise du fait du salariat de son mari, donc dans le public, ou du fait du choix de son mari et de l'entreprise d'avoir une couverture privée. Donc, monsieur, ça on vient de le voir, ne peut pas se mettre auto-entrepreneur en France. Est-ce que madame peut? Oui, madame peut. C'est une appréciation au cas par. C'est une appréciation contribuable par contribuable, pas par foyer. OK. Donc, madame va se mettre auto-entrepreneuse en France, elle va entreprendre, elle va faire un chiffre d'affaires qui rentre en dessous des minima. Donc, il va y avoir son forfait social de prélevé. Mais alors là, on a un sujet sur le forfait fiscal. Parce que normalement, est-ce que madame va devoir déclarer ses revenus au Portugal à nouveau en disant c'est un argent sur lequel j'ai déjà payé un petit peu d'impôts, mais je les redéclare. Et alors là, catastrophe nationale au Portugal, parce que les Portugais vont nous dire ok, vous avez payé 1% de forfait fiscal. Chez nous, c'est 37, 38 ou 39. Ou est-ce qu'elle ne va pas avoir à les déclarer du fait d'une sorte de clause de territorialité? Alors, effectivement, ça, j'ai envie de dire, ça dépend convention par convention. Il y a des conventions fiscales qui vont prévoir l'imposition exclusive en France. Et donc, les revenus ne sont pas redéclarés dans l'état de résidence du contribuable. Et il y a des conventions qui vont permettre effectivement au Portugal d'imposer avec l'octroi d'un crédit d'impôt égal aux impôts payés en France. Et là, les Portugais, ils vont prendre ce forfait de 1% ou 1,5%. L'impôt qui a été payé, c'est 1,5% du chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Et bien entendu, dans leur droit, ils ne vont pas retransposer le fait qu'en France, en micro-BIC ou en micro-BNC, on n'aurait eu qu'à imposer une fraction. Ils vont dire vous avez gagné tant et vous faites tant. Alors, vous avez parlé des conventions fiscales. En Europe, on a tous les mêmes conventions fiscales. Donc, si on est au sein de la communauté européenne, à partir de ce moment-là, on rentre dans une convention fiscale où il va falloir redéclarer dans le second pays européen, n'est-ce pas? Ouais, elle ne prévoit pas toute la même modalité justement d'exonération. Il y a certaines conventions quand même qui prévoient que les revenus sont exclusivement taxables en France et ne sont pas redéclarables dans le pays. D'accord. Alors là-dessus, on va faire un petit bémol spécifique au Portugal. S'il y a le RNH, ces revenus ne vont pas être réimposés au Portugal. C'est une certitude. Et s'il n'y a pas le RNH, alors c'est un sujet qui est beaucoup débattu dans la communauté. Donc on va le trancher. En tout cas, on va prendre une opinion d'un radio. C'est une certitude qui doit être déclarée et c'est aussi une certitude que plein de gens le font et ne les déclarent pas, se croyant protégés de bonne ou mauvaise foi par le fait qu'ils aient payé un impôt en France. Mais on a vérifié avec les fiscalistes portugais, ça doit être déclaré. Donc là-dessus, on n'a vraiment pas de sujet et on est vraiment bien. Quid si on est à l'autre bout du monde? Alors, on va dans un pays au fin fond de l'Afrique ou des choses comme ça. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, peut-être dans un pays où il n'y a même pas de sécurité sociale. En tout cas, il n'y a pas de convention entre les sécurités sociales, ça c'est sûr. Et peut-être dans un pays où on ne parle même pas de sécurité sociale puisqu'on a des assurances santé privées. Oui. Alors, dans ce cas-là, si on est hors de l'Union européenne, pour le coup, je n'ai pas de principe d'unicité des cotisations. Donc, je peux très bien être affilié et en France et dans l'état de résidence. Donc là, aucun problème pour quelqu'un qui ne résiderait pas dans l'Union européenne pour s'affilier, pour opter pour un régime auto-entrepreneur en France, alors même qu'il serait affilié à une caisse de sécurité sociale dans son pays. D'accord. Et alors après, au niveau de la fiscalité, on regarde la convention. Et si la convention dit que ça se passe dans le pays où le travail a été fait, on ne repaye pas d'impôts. Si la convention dit qu'il faut repayer, on repaye. Et les pays avec lesquels il n'y a pas de convention, on paye 2 fois. C'est ça? Exactement. Et alors, on paye 2 fois sous réserve que le droit local nous dise bien qu'on est affilié sur les revenus mondiaux, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Très bien. Et alors après, le sujet qui va préoccuper beaucoup de gens et le sujet sur lequel il va essayer de faire un truc, est-ce que le fait d'être auto-entrepreneur en France vous transforme automatiquement en un résident français? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, non, ça n'a pas rien à voir, mais ce n'est pas le premier critère.
Lorsqu'on fait une analyse de résidence fiscale, on regarde effectivement est-ce que la personne est résidente au sens du droit interne en France et dans son propre pays. Effectivement, le fait d'avoir une activité professionnelle en France, ça la rend résidente au sens du droit interne français. Du coup, je me retrouve avec ce qu'on appelle un conflit de résidence fiscale qui va être tranché par la Convention. Et la Convention nous donne plusieurs critères pour trancher. Le premier critère, c'est le foyer permanent d'habitation dans la plupart des conventions fiscales, ce qui veut dire un bien immobilier à disposition. Donc, si la personne n'a pas de bien immobilier à disposition en France, mais en aurait un en Portugal, là, c'est clair. La convention fiscale donne au Portugal le droit d'imposer, donne la résidence fiscale au Portugal, et les Français n'ont plus rien à dire. D'accord. Ok, donc là, vous avez utilisé l'exemple du Portugal parce qu'on est sur une radio franco-portugaise, donc c'est très très bien. Mais c'est la même chose pour l'ensemble des pays de la zone euro. Enfin, Ouais, même plus, l'ensemble des pays de l'espace européen. Tout à fait. Ok, et donc ça veut dire que ça rattache et ensuite on est sur les critères. Donc le premier critère est le critère de la résidence. Après, c'est un critère économique et après, ou c'est socio-économique en même temps. On compte les jours, exactement. Pardon? Ensuite, oui, le premier critère, c'est La résidence. La résidence. Ensuite, j'ai un critère qui est économique et personnel, qui est un critère un peu subjectif où on regarde d'où viennent les revenus, où est la famille, où sont les amis, où sont les engagements associatifs. Ensuite, j'ai un critère sur les jours, le lieu de séjour, je regarde où je passe mes jours. Et ensuite, si j'arrive vraiment pas à trancher avec tout ça, j'ai la nationalité. D'accord. Donc ensuite, on est sur le critère, on va dire, socio-économique qui va être le deuxième. Et donc là, on va voir les enfants, la famille, les revenus. Donc, dans l'exemple qu'on avait pris au début, par exemple, un mari qui a des revenus confortables du fait de son expatriation et une épouse qui va avoir des revenus plus modestes, c'est ce critère-là qui va jouer et on va dire OK pour le Portugal. Oui, après, chaque situation est particulière. Si tu prends ce même critère, mais que les époux ont en plus des biens immobiliers locatifs en France, là, pour le On va coup… les remettre dans la balance aussi. Oui, exactement. D'accord. OK. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait. On en a fini pour cette émission. On se fera un plaisir de vous recevoir. C'est toujours intéressant de vous avoir. C'est un sujet sur lequel on a été beaucoup sollicité, avec beaucoup de questions. Et plus que jamais, ce que vous dites est vrai, avec vraiment des cas où chaque cas est complètement différent. Et c'est un peu comme Dupont avec T, Dupont avec D. Les cas se ressemblent, mais une petite différence peut faire les enfants, la possession immobilière, les parents en EHPAD, des grosses donations en nue propriété qui ont été faites avec un usufruit aux parents. Donc, en fin de compte, vous ne possédez rien, mais vous allez tout posséder. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Donc, on aura probablement des questions et on reviendra vous les poser. Alors, j'avais juste une dernière observation, Bernard, si tu permets. Avec joie. Le régime auto-entrepreneur est particulièrement intéressant pour les non-résidents. Comme tu le sais, les revenus du travail générés en France supportent un impôt minimum lorsqu'ils sont attribués à un non-résident, qui est un impôt en gros de 20% jusqu'à 29 000 euros et 30% au-delà. Alors que lorsqu'on est en auto-entreprise, on a ce prélèvement forfaitaire entre 1 et 2,2% qui est un prélèvement définitif. Et je ne suis pas dans les taux minimums de 20 et 30%, ce qui peut faire des gains conséquents. D'accord. Là, j'ai fait une petite simulation sur quelqu'un qui serait loueur meublé professionnel, donc qui aurait 100 000 euros de revenus locatifs meublés en France. S'il se met dans un cadre auto-entrepreneur, son impôt serait de 1 000 euros, donc 1%. S'il n'est pas auto-entrepreneur, mais qui se met juste en micro-BIC, son impôt sur le revenu serait de 5 800 euros. Effectivement. Voilà, donc on a un rapport de 1 à 6. Voilà, ben pour ceux qui nous écoutent, vous avez bien fait de nous écouter. Voilà une bonne nouvelle avec une bonne source d'économie. On ne vous le répétera jamais assez. On vous délivre une information générale pour la transformer en information particulière. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris et d'avoir bien compris, prenez conseil. Merci beaucoup Clément. À très très bientôt pour une prochaine émission et merci de ce partage de savoir. C'est toujours extrêmement intéressant. Bonne soirée Clément, au revoir. Et voilà, et on a voulu terminer cette émission avec un patrimoine un peu différent, un patrimoine plus sympathique, un patrimoine qui parle moins de chiffres, un patrimoine qui sent bon la France, un patrimoine culinaire. On a invité deux chefs, deux patrons de restaurants qu'on connaît tous très bien ici à Lisbonne, qui travaillent sur Lisbonne plutôt centre-ville, la seconde sur Lisbonne côté Belém, une restauration qui se veut française, qui se veut aussi
ouverte sur le Portugal et avec une chose. On leur a demandé de nous sélectionner un plat qui, pour eux, respirait le patrimoine de la France et de nous dire pourquoi d'abord et ensuite comment ils intégraient ça dans leur carte. Est-ce qu'ils le gardaient comme un patrimoine secret? Est-ce qu'ils l'intégraient dans leur carte? Est-ce qu'ils le déclinaient? Est-ce qu'ils lui donnaient une petite touche portugaise? On a vu des plats français faits avec des poissons qu'on a chez nous être transformés avec du bacalao, des choses comme ça. Donc, on va commencer par Eric et Patricia de Los à Moelle. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Alors, votre plat patrimoine, c'est lequel? Nous, on pensait qu'avant de parler de patrimoine culinaire, il fallait peut-être qu'on parle un petit peu aussi des chefs, ou au moins d'un chef qui a fait que ce patrimoine a été reconnu et connu un peu dans le monde entier. Et je voudrais parler d'Auguste Escoffier, qui est encore un peu le père de la cuisine moderne. Du coup, pour nous, ce serait plutôt un plat qui serait le bœuf bourguignon, dans la mesure où c'est vrai que quand on parle un peu de gastronomie française à l'étranger, c'est un petit peu ce qui ressort la plupart du temps, mais ça pourrait être aussi, je pense, le foie gras ou les escargots ou les crêpes qui représentent un petit peu la gastronomie à la française. D'accord. Alors, Eric, il va falloir choisir un plat, puisque le thème de l'émission, c'est un plat. Un plat, mais j'y viens rapidement. Moi, dans ma démarche, c'était plutôt de penser qu'il y avait peut-être une mémoire collective, comme si on parlait d'un monument, ça pouvait être la Tour Eiffel. Mais je pense qu'on revient plutôt à des mémoires et à des souvenirs qui sont plutôt individuels, qui peuvent être régionaux ou familiaux. Et pour nous, avant tout, la gastronomie, c'est quand même quelque chose qui est un moment de plaisir, un moment de partage. Et donc, moi, ça me fait vraiment appel à des moments plutôt de mon enfance, des souvenirs un petit peu réconfortants. Et j'avais envie de vous parler d'un plat qui n'est effectivement pas à la carte chez nous. Ce serait plutôt le civet de lapin que faisait ma grand-mère le dimanche midi avec une bonne polenta. Parce que je pense qu'on a effectivement des souvenirs qui peuvent être collectifs, mais je pense que chacun, en fonction de sa région d'origine ou de son vécu, a un plat qui préfère peut-être un petit peu lui. Voilà. Alors, on va essayer de décortiquer. Donc, un civet de lapin avec de la polenta. Alors, déjà, le lapin, c'est quelque chose qu'on cuisine partout en France, où il y a des régions beaucoup plus ouvertes au lapin que d'autres. Il y a des régions qui sont un petit peu plus proliférantes effectivement en lapin, mais je pense que c'est effectivement un plat qui peut être consommé et qui, à mon avis, a été consommé à peu près partout. C'est comme si maintenant on revient au bœuf bourguignon. Je pense que c'est un plat qui, au départ, pouvait se faire dans n'importe quelle région de France. Et donc, effectivement, ce civet de lapin avec la bonne polenta crémeuse, puisque moi, je suis originaire de Chamonix, donc c'est vrai que ce sont des souvenirs qui sont un petit peu familiaux. Mais à contrario, comme effectivement un bœuf bourguignon, je pense que c'est des souvenirs qui peuvent faire appel à la mémoire collective, mais aussi à la mémoire individuelle. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on perde cette notion dans la gastronomie de plaisir et de partage. Alors, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne consomment pas le lapin. C'est pour ça que j'ai cité aussi les escargots, où il y a certains pays où on nous appelle les froggies, parce qu'effectivement, on est des mangeurs d'escargots. Et ça représente un petit peu le patrimoine français, quelque part aussi. D'accord. Alors, ce civet de lapin, comment on le fait? Sans rentrer dans la recette, mais c'est quoi? C'est un espèce de ragoût de lapin? On fait... Voilà. Oui, ça sera à peu près similaire au bœuf bourguignon. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une marinade et ensuite bien saisir la viande. Et puis après, ça va être une cuisson qui va être un petit peu longue. Alors, c'est vrai que dans les souvenirs, c'est la cocotte, la belle cocotte en fonte avec le civet qui mijote une bonne partie de la matinée sur le coin du fourneau. Et après, une bonne polenta crémeuse avec, c'est vraiment, et puis quelques petits légumes. Alors, la polenta, c'est aussi très spécifique. La polenta, on ne va pas la retrouver dans toutes les régions de France. Absolument pas. Enfin, maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé, mais c'est vrai que moi, étant originaire de Chamonix et donc frontalier avec l'Italie, c'est vrai que la polenta, c'est un plat qui est… c'est comme si maintenant on parlait du bake-off à quelqu'un qui habite à Toulouse. Je ne sais pas si forcément ça va lui parler, mais pour les personnes qui habitent sur place, c'est le plat traditionnel du dimanche midi. Donc, c'est pour ça que je parlais plutôt de mémoire individuelle que de mémoire collective. Donc, la polenta, c'est une farine de châtaigne ou de maïs? C'est une farine de maïs, une semoule de maïs. Une semoule de maïs, d'accord. Et on en fait, donc il faut la cuisiner avec de la crème, on peut rajouter un petit peu de lard dedans, on peut mettre de l'ail.
Et puis ensuite, c'est juste gratiné au four. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent en Italie, donc dans les régions frontalières avec l'Italie, dans les régions qui furent même italiennes à un moment de l'histoire. On peut aller jusqu'à Nice, hein, sans problème. Donc, on va… Après, je pense que maintenant, ça s'est un petit peu plus démocratisé. Là. On trouve ici des restaurants qui font des frites de polenta, qui ne sont pas forcément des restaurants français. D'accord. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de mettre à votre carte, même peut-être de manière éphémère? Est-ce que le fait d'avoir réfléchi, d'en parler là, vous vous direz, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en février le mois du lapin et on sert du lapin aux gens pendant une quinzaine de jours? Alors, on y a déjà pensé, on en a fait un petit peu pendant le confinement, on avait un petit peu de temps de faire quelques essais. On en a fait un petit peu en plat du jour. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui va prendre au niveau de notre clientèle, qui est quand même à majorité portugaise, francophone également, mais à majorité portugaise. Ce serait peut-être un bon test, ce serait peut-être un plat qu'on pourrait effectivement essayer de mettre à la carte. Comme on a déjà le bourguignon qui fonctionne très très bien, c'est vraiment un de nos plats qu'on vend le plus, à la fois à des francophones qui se remémorent un petit peu des souvenirs, et puis à la fois à des Portugais où ça correspond un petit peu à leur façon de cuire, de cuisiner, voilà, des plats un petit peu en sauce. Le bourguignon, c'est un plat qui fonctionne bien en tout cas. Alors, je vais juste vous poser une petite question sur le bourguignon et on conclura là-dessus. Le bœuf bourguignon, il n'est bourguignon que parce qu'on le fait avec du vin de Bourgogne ou il serait bourguignon si on le faisait avec un autre vin aussi? Je pense que dans l'appellation, normalement, il faudrait mettre du vin de Bourgogne. Maintenant, nous, on cuisine avec du vin portugais. À partir du moment où le vin va apporter quand même un petit peu de puissance, un peu de corpulence au plat, il n'y a pas de souci. C'est vrai que si maintenant on devait respecter les recettes à la lettre, il faudrait mettre effectivement un vin de Bourgogne avec. Ce serait Et vous essayez, par exemple, pour vous rapprocher de l'original, de le travailler avec un pinot noir aussi, ou vous prenez un autre vin portugais sans faire attention au cépage? Alors moi, je préfère prendre un vin portugais parce que ça va apporter un peu plus de puissance. Je trouve que le pinot noir va être un petit peu léger dans la façon, dans le goût qu'il va apporter ensuite à la cuisson et au vin, au bourguignon lui-même. Je préfère avoir un petit peu plus de puissance, un peu plus de caractère. Ok, alors on résume. Civet de lapin à la polenta crémeuse, ça sent bon la France, ça sent bon le sud, ça sent bon la montagne, ça sent bon Chamonix. Et j'ai envie de conclure avec une émission célèbre, 2 couverts pour 13 heures. C'était Eric et Patricia de Los Samuel. Alors, à très vite, à 13 heures pour 2 couverts, peut-être pas un civet de lapin, peut-être autre chose. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup et bonne année à tout le monde. Merci. On passe maintenant à notre second restaurant. C'est Nicole qui nous a rejoint. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Bernard. On m'entend? Oui, on vous entend parfaitement. Je voulais juste rectifier, je ne suis pas chef. D'accord. Vous auriez pu l'être. Okay. D'accord. Vous auriez pu l'être et vous le serez peut-être un jour. Oui, d'accord, mais bon, voilà. Alors, Nicole qui tient le restaurant dirigé par son chef, le comptoir parisien à Bellem. Alors, restaurant français pour sûr, déjà dans son nom, avoir choisi Paris, restaurant français pour sûr. Une carte où on retrouve beaucoup de choses de France, mais pas que, aussi une carte qui a su s'ouvrir à son environnement, qui a su s'ouvrir à son lieu. Donc, vous aussi, même question, un plat qui sent le patrimoine de la France, quel plat? Voilà, comme disait Eric, voilà, c'est vrai qu'il y a comment on appelle ça, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, tout ça. Et nous, là, nous sommes fermés, on réouvre début février et on pensait réouvrir en proposant un cassoulet. Alors là, on reste dans le sud, mais on est parti au sud-ouest. Sud-ouest, puisqu'en fait, c'est originaire de Castelnaudary et voilà. Pourquoi alors, en 2 mots, on va le décrire, le cassoulet. Qu'est-ce que c'est un cassoulet? Un cassoulet, c'est donc, vous avez donc des saucisses de Toulouse, des manchons de canard, des petits haricots lingots. Donc, c'est un plat qui se prépare, qui se fait mijoter, d'accord? C'était un plat qui était un peu un plat du pauvre avant, hein, puisqu'en fait, on préparait le cassoulet avec tous les restes de viande et tout. Et puis, ça s'est amélioré au fil des années. Puis voilà, c'est devenu un plat typique français, effectivement, plutôt de la région du sud-ouest. Donc là, on est sur 2 viandes, du canard et de la saucisse de Toulouse. La saucisse de Toulouse, c'est une saucisse traditionnelle de porc? Alors oui, il y a un petit peu de porc, mais voilà, c'est après bon, la composition exacte, mais c'est la véritable saucisse de Toulouse que nous on commande en France et voilà. D'accord. Ok. Avec les petits manchons de canard et les haricots lingots, les petits haricots lingots, voilà. Ok. Et alors, tout ça,
donc vous, c'est quelque chose, vous allez le faire. C'est-à-dire c'est quelque chose Alors, vous l'avez déjà fait? Non, alors on ne l'a jamais fait. D'accord. Et on a eu une demande, bizarrement, par beaucoup de Portugais qui connaissent les spécialités françaises, qui nous ont dit quand est-ce que vous nous faites un cassoulet, et aussi notre clientèle française. Et donc, on s'est dit, on va réouvrir avec un cassoulet, parce qu'on ne l'a jamais fait. D'accord. Le chef l'a fait, mais je ne l'ai jamais proposé au restaurant. On a proposé la choucroute, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, tous ces plats vraiment typiquement français, puisqu'après à la carte, on a le confit canard, on a tout ça. Mais c'est vrai que le cassoulet, on ne l'a jamais proposé. Et en fait, on travaille avec un fournisseur français. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la charcuterie Bobos. Et donc, on commande tous nos produits par le biais de chez Bobos. Donc, voilà. D'accord. Donc, on aura un vrai cassoulet de France avec les produits de France. Vraiment avec les produits français. Voilà. D'accord. Alors, cassoulet, et on le boit avec quoi, le cassoulet? Moi, je le proposerais avec un petit côte de brouillis ou un petit côte du Rhône, voilà. Donc, ouais. Après, on a des petits vins portugais également qui peuvent le faire, comme, je vais dire, nous, on propose un Duorum, voilà, vous voyez, des petits vins comme ça, un verre du Douro. Mais normalement, c'est plus avec un brouillis, on va dire ça, à la base. Voilà. OK. Eh bien, même chose. Alors, 2 couverts pour 13 heures. Par contre, il ne faut pas venir trop tôt chez vous parce que vous nous dites que vous réouvrez le 4 février, c'est ça? 4 février, vendredi 4 février, oui. Vendredi 4 février. Eh bien, voilà. Mais pour l'ouverture, nous aurons le cassoulet. Donc, et bien d'autres choses, bien sûr. Hein. Ça nous permettra d'aller tous à l'os à moelle qui est ouvert et de venir chez vous pour la réouverture. Voilà, tout à fait. Le 4 février, et comme ça, on fera que des heureux. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à très vite pour une prochaine émission. Bonne année à tout le monde aussi, plein de bonnes choses, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.